Bonjour à tous, je m'appelle Chichi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment synthétiser les nanoparticules. Savez-vous pourquoi les nanoparticules sont si importantes dans la vie de tous les jours? Eh bien justement, je vais faire appel à une amie qui va m'aider à recueillir des informations. Bonjour Menaka. Bonjour. J'ai entendu dire que dans l'université Paris 13, il y a des chercheurs qui s'intéressent aux nanotechnologies. Peux-tu m'aider à collecter le maximum d'informations sur les nanoparticules? Oui, bien sûr. Ok, je compte sur toi. D'accord. Je vais faire mes recherches et je te tiens au courant le plus vite possible. Entrez. Salut Sherifa, tu vas bien? Salut, oui ça va et toi? Ça va, ça va. Comme tu le vois, je suis encore sur mes recherches sur les nanoparticules. Et bien justement, j'aurais besoin de temps pour répondre à une question de Chichi. Elle voudrait savoir ce qu'est une nanoparticule. Tu pourrais lui répondre? Oui, bien sûr. Chichi, donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, je te présente ma collègue de travail Sherifa. Elle pourra sûrement répondre à ta question. Super. Bonjour Chichi. La nanoparticule est un nano-objet dont les 3 dimensions sont à l'échelle nanométrique. C'est une nanoparticule dont le diamètre varie de 1 nanomètre à quelques dizaines de nanomètres. Comme tu peux le voir ici sur cette image, la taille d'une nanoparticule est comparable à la taille d'un virus, mais également au diamètre de l'ADN. On retrouve les nanoparticules dans de nombreux domaines d'application, tels que les emballages, le cosmétique, la microélectronique ou encore dans l'alimentation. On les utilise depuis très longtemps. Ici, tu peux voir la coupe de Lycurgus datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Quand on éclaire de l'extérieur cette coupe, elle est de couleur verte. Et lorsque l'on l'éclaire de l'intérieur, elle vire au rouge. Ceci est dû à la présence de nanoparticules dans le verre de la coupe. J'espère que tu as bien compris ce qu'est une nanoparticule. Mais est-ce qu'on peut synthétiser ces nanoparticules? Oui, bien sûr, on peut les synthétiser. Mais comment est-ce possible? Il existe beaucoup de méthodes, mais on va se concentrer sur 2 méthodes, la synthèse chimique et la nanofabrication par la lithographie. Je vais commencer par t'expliquer ce qu'est la lithographie électronique. C'est une technique de gravure bidimensionnelle à partir des techniques physiques, mécaniques ou chimiques. Voici un petit dessin récapitulatif de ce qu'est la lithographie électronique. On commence par étaler une couche de résine électrosensible sur une surface. Ensuite, on utilise un faisceau d'électrons pour dessiner un motif sur cette surface. Puis on développe la résine et on voit apparaître des trous là où les électrons sont passés. On dépose une couche métallique sur la couche de résine. On ajoute un solvant qui va éliminer la couche de résine ainsi que le métal situé au-dessus. Et ça, c'est la technique du lift-off. Et enfin, on voit qu'il y a formation de nanoparticules avec une taille et une forme précises. Maintenant que Sherifa m'a bien expliqué ce qu'est la lithographie, allons rencontrer des spécialistes dans ce domaine. Ils vont nous présenter la salle blanche. Alors la salle blanche, c'est un endroit où il n'y a pas de poussière. En fait, le système d'air est traité, l'air est traité de manière à ce qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur de la salle blanche. Donc en fait, on souffle de l'air propre à l'intérieur de la salle blanche. L'air est filtré par différents étages de filtres, de plus en plus fins, de manière à ce qu'il n'y ait pas de poussière en salle blanche. Et on est en surpression par rapport à l'extérieur, de manière à ce que quand on ouvre les portes, il n'y ait pas de poussière qui rentre à l'intérieur de la salle blanche. Alors la combinaison, elle sert à éviter la génération de particules par l'homme. En fait, quand l'homme rentre dans la salle blanche, c'est lui qui est le plus sale. Quand on ne bouge pas, en fait, on génère 100 000 particules par minute, avec la peau qui tombe, les cheveux, les vêtements, etc. Donc les combinaisons, ça empêche de salir la salle blanche quand l'homme rentre en salle blanche.
Mais à part la lithographie, il n'y avait pas une autre méthode. Ah oui, il y avait la synthèse chimique. Et en quoi elle consiste cette méthode d'ailleurs? La synthèse des nanoparticules peut se faire par voie aqueuse. Cette synthèse permet d'obtenir des nanoparticules de manière simple et rapide. Elle se fait par une réaction de réduction. Les chimistes ont développé de nombreuses méthodes pour contrôler la taille mais aussi la forme des nanoparticules. Allons à la rencontre de Madame Yolanda Spadavecchia, qui est spécialiste dans le domaine de la synthèse des nanoparticules au sein du laboratoire CSP-BAT et qui pourra ainsi mieux t'éclairer. Voici la solution de sel d'or. Je vais prélever 20 ml. Ensuite, nous allons la mettre sous agitateur magnétique. Nous allons verser la totalité des 20 ml. L'or est très sensible à la lumière, donc nous avons besoin de le fermer avec un paraffine, de le recouvrir avec un paraffine. Et on le place sous agitateur magnétique. Pendant ce temps-là, Yolanda va préparer la solution de polymère. Il agit comme un agent stabilisant et évite la toxicité des nanoparticules pendant l'internalisation cellulaire. Ajouter donc la solution de polymère dans la solution du sel d'or. Il faut rappeler que les polymères vont permettre d'éviter la toxicité au niveau cellulaire et augmenter la stabilité et la biocompatibilité. Il faut attendre 5-10 minutes pour avoir la complexation entre les polymères, les molécules polymériques et les sels d'or. Là, j'ai dû peser 6 mg de NaBH4 et j'ai ajouté 10 ml d'eau. Donc voici la solution de NaBH4 déjà préparée. Maintenant, Yolanda va ajouter 600 microlitres de NaBH4 dans la solution qui contient déjà du sel d'or et des polymères. Et on voit une variation des couleurs due à la réduction de l'or. Donc il faudra toujours bouger puisque l'or est sensible à la lumière. Selon les méthodes de synthèse, on peut obtenir des formes et des tailles différentes des nanoparticules. Et donc, on peut avoir les sphériques, les bâtonnets, les nanobones, les nanorods et les nanoétoiles. D'après ce que Yolanda nous a expliqué, j'observe des solutions de couleurs différentes en fonction de la taille des nanoparticules. Et justement, j'ai fait des recherches. Et ici, dans ce livre, nous obtenons des nanoparticules de taille et de forme différentes. Et pour un même matériau, on obtient des solutions de couleurs différentes. Mais pourquoi? Parce que par la théorie des Mie, ça change le milieu diélectrique et donc il y a une différente oscillation d'électrons à la surface et un différent indice de réfraction. Et donc, selon les biomolécules et les polymères qu'on va rajouter dans la synthèse qui participent à la croissance des nanoparticules, on aura le greffage des molécules, des biomolécules des polymériques sous certains plans cristallographiques d'or plutôt que d'autres et ça change la forme. Donc Sherifa va prendre la suite, elle va analyser l'échantillon en UV visible dans la salle de spectroscopie. On peut voir un spectre d'absorption caractéristique des nanoparticules sphériques avec une bande plasmonique à 530 nanomètres. Si on change la taille et la forme de nanoparticules, on va obtenir des spectres d'absorption décalés vers la droite, donc plus vers le rouge. Tu as parlé de plasmon, tu peux m'en dire plus? Demande-moi à Chichi. Tiens Chichi, tu sauras ce que c'est qu'un plasmon? Oui, je vais vous répondre. Un plasmon correspond à la vibration du nuage électronique. En effet, un plasmon est caractérisé par une fréquence de résonance. Voici le schéma représentant le spectre UV visible. Une fréquence de résonance correspond à un pic d'absorption en UV visible. Voici un autre schéma pour expliquer le plasmon. Si on envoie un champ électromagnétique, par exemple le laser sur la nanoparticule, on va polariser son nuage électronique. Les charges positives et négatives oscillent de part et d'autre de la nanoparticule. On a la formation d'un plasmon et c'est grâce au plasmon qu'on a des champs électriques. C'est pour cette raison que la coupe de l'urubus apparaît rouge quand elle est éclairée en transmission et verte quand elle est éclairée en réflexion. Alors, les nanoparticules sont des particules dont la taille se situe entre 10 et 100 nanomètres.
Cette taille va leur permettre de traverser les membranes cellulaires et interagir avec les cellules, perturber leur processus et allant jusqu'à introduire la mort cellulaire. Donc elles sont dangereuses. Au sein du laboratoire CSP-BAT, nous étudions différents types de nanoparticules, donc de formes sphériques de différentes tailles et en forme de nanofleurs, comme vous le voyez ici. Donc à une concentration qui n'introduit pas la mort cellulaire, où on a 100% de viabilité cellulaire, on voit que le cytosquelette de la cellule, qu'on voit ici en rouge, est perturbé par la présence de ces nanoparticules. Et cette perturbation va dépendre de la taille de la particule ainsi que de sa forme. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de solution pour la toxicité, mais de prévention et de limitation, sachant que l'interaction des nanoparticules va dépendre de la taille, de la forme de ces nanoparticules, de leur nature ainsi que leur concentration dans le milieu biologique. Donc il faut définir la limitation de leur utilisation dans les différentes applications autour des nanoparticules. Je sais ce que c'est qu'une nanoparticule et j'ai vu deux façons de fabriquer. Mais moi, je me pose la question de savoir quelles sont les applications des nanoparticules. Ah oui, moi j'ai entendu parler de spectroscopie. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. En attendant, testez vos connaissances à l'aide d'un petit quiz.